Comme d'autres écrivains, mais pas comme tous les autres, les auteurs venus d'ailleurs se racontent. Leur récit cartographie la déchirure de l'exil et l'attachement à la terre natale. L'écrivain n'oublie jamais son origine. Bienvenue à Ratureli. Dimitri Nostrala, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous êtes écrivain, éditeur chez Véhicule Presse, animateur aussi de Between the Pages, qui est le pendant anglophone de Ratureli, auteur de Blackbodying, publié en 2005, et en 2011, Nico, très beau livre qui a été traduit par Daniel Grenier à la Peuplade en 2016. Roman sur l'exil et l'immigration des Libanais qui fuient la guerre civile dans les années 80. On suit un petit garçon, Nico, qui a 6 ans au début de l'histoire. Et donc, sa mère meurt, il fuit le Liban avec son père. Il va se retrouver seul, en fait, chez sa tante et son oncle qu'il connaît très peu au Canada. L'histoire de ce petit garçon, donc élevé au Canada, qui se retrouve là où on espère qu'il oublie tout ce qu'il a appris, est-ce que c'est un peu la vôtre? Un peu. Quand j'ai commencé avec cette histoire, c'était après que j'ai fini Blackbodying et les aspects les plus intéressants que le lecteur a trouvé en Blackbodying, c'était cette histoire d'un petit garçon, de l'exil, du voyage, de l'immigration. Et tout le monde m'a demandé quand tu vas écrire ce livre-là. Et je pensais qu'est-ce que je peux faire et je me demandais si cette question va rester là si je n'écris pas ce livre. Alors j'ai commencé avec ce défi et c'était pas proche à moi de tout quand j'ai commencé. J'ai commencé avec un adulte, un journaliste, quelqu'un plus qu'on je voudrais être après. Mais après quelques années d'essayer cette route, j'ai arrivé à une histoire que je connais mieux. C'est mon histoire. J'ai commencé avec les souvenirs de notre premier appartement au Liban et les effets de guerre, de rester à l'intérieur toujours, de ne pas aller à l'école, des familles qui attendent. Tous ces aspects étaient dans ma vie. Et après ça, j'ai pris la trajectoire du voyage qu'on a pris. J'ai resté en Grèce pour 7 ans. On attendait la fin de guerre là. Ça n'a pas arrivé. Et on est arrivé au Canada après ça. Et on a un peu de cette histoire dans Nico aussi. Alors, j'ai vécu avec cette histoire pour 6 ans. Et ça prenait ma vie dans ces pages. Ce n'était pas le but quand j'ai commencé, mais quand j'ai fini, c'était le côté le plus honnête. Oui, je comprends. Et dans votre roman, il y a donc question beaucoup d'exil. Raconté selon plusieurs points de vue, il y a plusieurs personnages. Bon, Nico, c'est le petit garçon qui va regretter beaucoup sa vie d'avant avec ses parents. Il y a son oncle Samy qui construit sa vie plus de manière stratégique au Canada. Sa tante Yvonne qui est nostalgique comme Nico. Et le père de Nico, Antoine, qui est un personnage très intéressant, lui qui va vraiment perdre sa mémoire. Est-ce que c'est un peu 4 manières de survivre à l'exil que vous avez voulu explorer? Oui, parce que dans l'Antoine, je vois le côté ambitieux, le côté poétique de ces migrations qui ne marchent pas toujours. Mais dans Samy et Yvon, je vois un peu mes parents. Alors, il y a une grande différence en âge entre Samy et Yvon, et je vois ça dans mes parents aussi. Il y avait changé de pays 2 fois avec juste des valises. Ils ont commencé avec rien, ils ont construit des vies après ça. Akash Verbocci, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Vous êtes ancien attaché politique, chroniqueur. Vous avez présidé pendant 9 ans le comité des relations interculturelles de la Commission scolaire de Montréal et vous publiez en 2016 votre premier livre, un essai, Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant, la loi 101 chez Boréal.
Donc, c'est le récit, en fait, de parcours d'immigrants hongrois. Vous êtes arrivé au Québec à l'âge de 11 ans, donc en pleine effervescence de la loi 101. Oui. Et là, vous racontez, entre autres, que c'est en apprenant le prix d'une épilation demi-jambe que votre mère a choisi de quitter Budapest pour Montréal. Elle était esthéticienne. Vous lui dédiez d'ailleurs le livre parce que c'est elle qui a choisi de venir émigrer. Et ça dit un peu, en fait, que souvent, c'est une question de peu de choses pour choisir d'immigrer, que c'est pas forcément un choix réaliste, là. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre en voulant parler d'immigration à travers mon récit personnel. Ouais. Pour aborder, pas tant pour parler de moi, évidemment, je l'assume, mais c'est pour parler des enjeux de migration, d'intégration, de la langue française, la place de l'immigrant dans la société, des questions identitaires. Et j'essayais de remonter le fil du temps, donc remonter 30 ans de ma vie, 30 ans de ma vie au Québec, à partir du moment où j'apprends que je vais vivre le restant de mes jours au Québec, à 10 ans. Et quand je commence à écrire le livre, je me rends compte qu'en fait, c'est l'immigration de ma mère que je raconte, parce que c'est pas moi qui ai décidé de venir ici, c'est ma mère. Et j'essayais de voir sa motivation. Et je me suis souvenu de cette anecdote, de notre obsession, de son obsession en fait, quand on préparait notre immigration, de tout calculer, de tout ramener au prix d'une épilation au Canada. Elle avait appris qu'elle était esthéticienne, elle avait appris que ça coûtait 20 $ au Canada pour une femme de se faire épiler une jambe complète. Et là, elle commençait à calculer, bon, c'est 20 $, puis c'était une fortune. Puis à chaque fois qu'on faisait le calcul... Devenir riche, là. Oui, devenir riche. Puis en fait, c'est pour illustrer, bon, ça c'est l'anecdote, mais c'est pour illustrer quelque chose de plus général, je pense. C'est que les immigrants, quand ils décident de quitter leur pays pour aller dans un nouveau pays, c'est pour améliorer leur sort. C'est pour améliorer leur situation économique avant tout. Il peut y avoir d'autres raisons, évidemment. Mais d'habitude, les immigrants, ils ne vont pas au Tchad, ils ne vont pas en Éthiopie, ils viennent dans les pays riches et à l'intérieur des pays riches, ils vont dans les centres économiques les plus dynamiques. Ben oui, forcément. Blaise Ndala, bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes un écrivain d'origine congolaise. Vous avez quitté la République démocratique du Congo en 2003. Pour la Belgique. Et ensuite, vous êtes venu au Canada en 2007. Vous avez vécu à Montréal. Maintenant, vous êtes à Ottawa. Vous avez fait paraître un premier roman, J'irai danser sur la tombe de Sangor, aux éditions L'Interligne en 2004, qui avait remporté le prix du livre d'Ottawa. Et vous faites paraître, là, en 2017, Sans capote ni kalachnikov, aux Mémoires d'Encrier. Donc, deuxième roman, très fort roman, l'histoire de deux ex-soldats rebelles dans l'Afrique des Grands Lacs, donc Fourmi Rouge et Petite Ché, qui sont deux cousins qui cherchent à venger la mort injuste de leur père, donc chacun en s'enrôlant dans une milice qui est censée rétablir l'ordre au pays. Alors, il y a une mutinerie qui va renverser le général, qui va être remplacé par un Rastadamus, dictateur sanguinaire qui a introduit un régime de terreur. Mais votre roman s'ouvre sur la remise des Oscars. Donc, il y a un prix qui est remis à une cinéaste canadienne qui a fait un documentaire sur la guerre en République démocratique du Congo. Alors, votre roman fonctionne vraiment sur le parallèle entre deux mondes, mis en opposition, le contraste, en fait, on peut dire, entre le spectacle des Oscars, d'Hollywood, et la réalité, la vie en Afrique. C'est ce que vous vouliez faire, superposer ces deux mondes? Effectivement, je voulais superposer à travers Hollywood, en fait, le monde du showbiz en Occident de manière générale. Évidemment, là, je me sers de Véronique Kennel, qui est cette cinéaste québécoise, mais derrière elle, tout comme derrière le personnage de Rex Mobetti, qui est le footballeur qui joue au FC Barcelone, je voulais montrer plutôt le monde strass-paillettes du showbiz et le rapport que cet univers occidental spécifique a avec la détresse qu'on peut retrouver dans des pays comme la Cocanie, parce que je ne le nomme pas République démocratique du Congo, je le nomme Cocanie. Donc je fais ces parallélismes justement pour pointer du doigt ce rapport assez ambigu en mon sens que ce monde du showbiz développe par rapport à certains drames, comme celui qui émaille justement le conflit qui a cours dans cette République libre et démocratique de Cocanie, qui est en quelque sorte
en fait, le Congo, hein, puisqu'on n'a pas le nommé. On n'a pas nommé. Mais donc, vous dénoncez à travers ça la marchandisation de la misère, on peut dire c'est ça, l'instrumentalisation de l'horreur aussi. Vous écrivez, j'ai clairement fait savoir à mon ami que les gens avaient souvent tendance à se limiter au sensationnel, à ne regarder qu'une séquence du film de la vie d'un homme ou d'un peuple plutôt que de chercher à en connaître l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, vous critiquez un manque de perspective des médias, surtout occidentaux, de la société du spectacle, on pourrait dire? Exactement, c'est un peu ça. C'est assez facile en fait pour nous, ça relève presque, je m'inclus parce que maintenant je vis en Occident et je fais partie de cette société qui est consommatrice de ce spectacle, de cette misère spectacle. Nous interrogeons peu le fait, nous allons peu en profondeur, y compris les médias, hélas, qui devraient avoir pour rôle justement de mettre les choses en perspective et de questionner de fait. Donc on nous amène des conflits comme celui-là, avec tout ce que cela draine, tous les charognards de cette misère, qui au nom de principes très vertueux, qui la solidarité, la charité, la philanthropie, vont s'engager dans des entreprises qui sont tout sauf charitables. Dimitri Nasrallah, dans votre roman Nico, il est question de la difficulté de se refaire une identité pour les migrants qui se retrouvent dans une terre étrangère. Nico, c'est ça, c'est le personnage qui est en transit, qui est très attaché à un père, à une culture qu'il a perdue. On imagine qu'il va s'intégrer à la société, un peu comme vous l'avez fait. Qu'est-ce qui permet l'intégration d'un immigrant, vous croyez? Oh, c'est une grande question, Ouais, ça. hein? Mais premièrement, c'était pas plus facile pour moi. C'était assez difficile. Je trouvais que ça prenait plus qu'une dizaine d'années d'arriver à une position que je peux voir des opportunités pour moi-même comme les autres. Ouais. Et je ne sais pas si c'est arrivé pour mes parents. Mais quand j'ai commencé, il y avait dans la littérature anglophone du Canada cette idée d'immigration qui est vraiment posée sur le voyage européen. Oui. Une idée qui a commencé dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Des gens qui viennent d'Europe, qui prennent du chance pour une opportunité au Canada, dans le Nouveau Monde. Oui. Et je n'ai vu pas mon histoire dans cette trajectoire. Je connais seulement des gens qui étaient nés dans des places de conflit, qui n'avaient pas un grand choix de partir et pas dans les meilleures circonstances. Et ce n'était pas une trajectoire du point A à point B. C'était vraiment un voyage dans le monde pour trouver une place qui peut l'accepter. Ouais. Question aussi de la culpabilité que ressentie par Sami, entre autres, dont son fils est mort, lui, au Liban. Il y a cette idée que les immigrants peuvent se sentir coupables de quitter un pays puis de laisser des proches derrière. Ça, c'est quelque chose qui est souvent vécu aussi par les gens qui partent. Oui, mais quand tu pars sans beaucoup de choix, tu laisses des choses derrière toi. C'est pas facile pour ça, parce que tu veux quitter, mais tu veux quitter dans une situation avec un peu plus de contrôle que tu as dans ta place. Oui. Alors, il y a beaucoup que tu laisses derrière toi. On a perdu nous-mêmes beaucoup de gens qu'on a laissés. Je viens d'une grande famille. Ça fait plus qu'une trentaine d'années que mes parents n'ont pas vu leurs frères, leurs sœurs, toute leur famille. J'ai voyagé au Liban pour la première fois en 25 ans, juste avant j'ai fini Nico. Ouais. Et pour rechercher c'est quoi le Liban, c'est quoi cette identité qui transpose sur mon travail maintenant, qu'est-ce que je peux trouver là?
Et je dois faire ça en secret. Ce n'était pas quelque chose que mes parents voulaient accepter. Oui. J'ai acheté les billets, j'ai parlé avec ma tante et mon oncle sur Facebook pour les gens que je connais quand j'étais 5 ans. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et j'ai réglé tout ça. Et après ça, j'ai annoncé ça à mes parents. Okay. Et c'est quand tu laisses un vie derrière toi comme ça, des épisodes pas finis du tout. C'est des affaires qui restent compliquées parce que c'était pas géré proprement. C'est difficile à revenir. Akash Verbochi, vous écrivez dans votre essai, si on examinait votre ADN dans une machine multiculturaliste, le diagnostic serait une forme instable et à jamais insatisfaisante, hongro, québécois, judéo-chrétien d'expression française, est-européen d'Amérique du Nord. Cette identité multiple, est-ce que vous la voyez comme un équilibre précaire entre plusieurs éléments ou comme une richesse, comme une addition d'éléments qui enrichissent le tout? Je pense que nous avons tous une identité multiple. Composée de multiples éléments. Composée d'influences puis de rencontres d'une vie. Ouais. Le fait qu'on soit immigrant, mais ça en rajoute une couche importante parce que c'est dur de sortir de soi, notre première éducation, notre milieu familial, l'influence de notre milieu familial. Ouais. Fait que c'est sûr que ça m'habite encore aujourd'hui. J'ai beau avoir vécu 30 ans ici, puis j'ai plus de 40 ans maintenant. Veux pas, je suis imprégné de ma culture d'origine. Je parle aussi une autre langue, la langue hongroise, qui me permet de connaître une autre culture. Et probablement, ça fait en sorte que ça me permet de voir la société québécoise un peu de l'extérieur. Oui, ça donne un angle... Ça me donne un point de vue extérieur, mais en même temps, je la vois aussi de l'intérieur. Vous avez le double avantage. J'ai un double avantage. À un moment donné, on ne peut plus être ni de l'extérieur, ni tout à fait de l'intérieur. On est les deux. Puis c'est ça que, quand j'écris dans mon livre, qu'à un certain moment donné, j'ai traversé le miroir que je tendais. Mais est-ce qu'il ne faut pas valoriser mieux, justement, cette position, plutôt parce qu'on pourrait dire qu'on est toujours un peu soit l'étranger de quelqu'un, on n'est pas tout à fait dans la culture, on est un peu à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mieux valoriser, justement, cette différence et en même temps... Je pense que Michel Tremblay, qui écrit sur la rue Fabre, les chroniques du plateau Mont-Royal, je trouve que c'est riche. Ouais. Je trouve que Michel Tremblay aussi se définit en altérité par rapport à une société, par rapport à d'autres. Lui aussi a un regard extérieur. Il réussit lui aussi à avoir un regard extérieur sur la société. Sur sa culture et sur sa culture. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est la multiplication des points de vue qu'il faut valoriser. Parce qu'on ne peut pas dire à un moment donné qu'il faut venir d'ailleurs pour avoir un regard sur le Québec. Chaque société a sa littérature, son cinéma, sa culture, des artistes qui ont différentes influences et qui ont des points de vue différents par ces influences-là et qui donnent un reflet de cette société-là qui est multiple. Il n'y a pas une façon de voir le Québec, il y en a d'autres. Et des gens qui viennent d'ailleurs et qui écrivent au Québec pour un public québécois, mais ils donnent un autre de ces points de vue. Blaise Ndala, comment est-ce que le roman vous sert à transmettre aux Québécois, aux Canadiens, aux gens de la francophonie, votre réalité? Pourquoi est-ce que pourquoi vous avez choisi la fiction, en fait, pour parler de la réalité africaine? Pourquoi plutôt que le journalisme, plutôt qu'un autre médium? C'est intéressant de parler de journalisme parce que quand j'étais petit, je rêvais d'être journaliste. Oui. Je rêvais d'être journaliste, je rêvais d'être avocat. J'ai réalisé en fait mon rêve d'avocat. Journaliste, je suis blogueur au Huffington Post France, donc c'est pas du journalisme, mais c'est pas très loin. Pour la fiction, je pense même pas que c'est un choix, parce que moi, je me suis retrouvé à écrire sans vraiment que j'ai décidé un jour que je voulais écrire. J'ai écrit des histoires jusqu'à ce que
Arrivé au Canada, quelqu'un me fait un chantage en découvrant des manuscrits dans un tiroir en disant « Vous écrivez ça? Vous êtes un écrivain ?» Je dis « Non. » Il dit « Mais écoute, moi, j'aime ces textes, je vais l'envoyer à un éditeur. » Finalement, pour la faire courte, j'ai dit « Non, 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 n'envoyez rien. Là. Moi, je l'écris pour moi. Mais je vais vous écrire, si vous voulez, je vais écrire un texte pour envoyer à un éditeur. Et si ça se trouve, peut-être que oui, ça pourrait être publié. » Donc, j'ai jamais réfléchi en termes d'être écrivain. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas eu d'ambition comme telle. Mais il se trouve que, faisant de la fiction, j'ai découvert dans la fiction justement cette possibilité de créer des univers sans limite où tout serait possible. Les journalistes se cantonnent aux faits. Un bon journaliste se cantonne aux faits. Ouais. Il ne fait pas du bougingo, il n'invente pas ce qui n'existe pas. Hein. Et donc voilà, la fiction me donne cette latitude de décider qu'un pays des cocaïnes va s'appeler Cocani, parce qu'on y fait ceci, cela, et que voilà, un footballeur africain qui choisit de brandir sa nationalité française n'est pas nécessairement l'enfant prodige que l'on voulait voir. Oui, ce personnage, j'aimerais bien vous en entendre parler un peu plus, c'est intéressant. C'est le footballeur donc, africain qui s'en va jouer en Europe, qui renie sa culture un peu, c'est ça, c'est ce qu'il représente La présence de ces personnages-là, Rex Mobetti, est quelque chose qui me permet justement de revenir encore à ce fondamental pour moi, en disant, c'est pas vraiment une question de noirs qui sont écrasés, instrumentalisés par les blancs. Parce que dans cet univers où appartient Rex Mobetti, quand on est un joueur de foot et qu'on a du succès et qu'on vend son image, et quand ça se passe mal, ben, cette détresse africaine peut devenir aussi justement ces béquilles dont on a besoin pour rebondir. Ouais. Et donc, je lui ai imaginé ses destins un peu à la Tiger Woods, ouais. Qui d'ailleurs m'a inspiré tous les drames qu'il va connaître jusqu'à son retour en Afrique. Donc voilà, j'ai voulu montrer, parce que je voulais absolument faire comprendre aux gens qu'on n'est pas dans une confrontation entre blanc et noir. Un noir qui a besoin de ce que Rex fait, il va le faire. Il ne va pas dire « c'est mes frères, ils sont noirs comme moi ». Non, si ça lui prend cette fondation-là pour les enfants soldats, mais même si les mobiles peuvent être discutés, ils sont discutables, ben, il va le faire. Et ça, on le voit en Afrique. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que pour un Didier Drogba qui s'illustre par des actes de générosité absolument incontestables, qui prend des risques en pleine guerre en Côte d'Ivoire de retourner chez lui, de faire s'asseoir sur la même table de gens que la guerre a divisés, il y en a plein d'autres qui prennent ces causes-là ou qui font semblant de prendre ces causes tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour leur carrière, ils en ont besoin pour des motifs qu'ils n'avoueront jamais dans les médias. Dimitri Nasrallah, dans votre roman, le personnage d'Antoine est vraiment un personnage assez extraordinaire, presque mythologique. Hein? C'est lui, c'est l'homme venu de nulle part quand il se retrouve au Chili. C'est un personnage qui est comme étranger au fond de lui-même, comme vous dites. Bon, il va avoir 2 jumeaux, une fille qui est prénommée comme sa femme décédée, le garçon mort-né qui fait écho à son fils disparu. Pour vous, c'était une façon d'avoir comme une portée plus symbolique à votre roman, ce personnage? Je pensais les origines de migration dans la mythologie. J'avais l'histoire de Homer, d'Odyssée, en tête quand j'ai construit le caractère d'Antoine. Alors, tous les caractères posent des questions différentes sur cette grande question de migration. Il y a Yvonne qui gère les aspects du... comment est-ce qu'on voit les femmes dans les cultures différentes. Il y a Antoine qui prend le côté du mythe, Samy qui prend le côté stratégique qu'on a parlé avant. Et enfin, il y a Nico, la perspective de l'enfant. Alors pour moi, je voulais que quand on voit Antoine, on voit quelqu'un qui est un peu plus grand que la réalité, qui fait une connexion entre la vie contemporaine et la mythologie. On voit qu'il y a un fil de cette histoire qui continue pendant toutes ces années. Oui, très beau personnage. Je me demandais si pour vous, écrire un récit sur l'immigration, ça vous a aidé à mieux la comprendre ou à mieux accepter certaines choses que vous avez vécues. Est-ce que l'écriture a été comme... C'est ça la raison que j'écris. Mon premier livre, Black Bodying, c'était une façon de comprendre mes parents. Et Nico était une façon de mieux comprendre la trajectoire de ma vie et de
comprendre les aspects d'immigration qui ont une partie de mon caractère maintenant. Et quand je travaille sur cette casse-tête intellectuelle, je trouve que j'ai fini le livre, je peux essayer de publier. Ça reste plus avec moi, c'est entre ces pages maintenant. Je peux continuer, je peux évoluer avec la question, le prochain épisode et voir où on va après ça. Mais c'est une question que j'avais que je voudrais quitter. Oui, je comprends. Mais en tout cas, ça donnait vraiment un très beau livre. Merci beaucoup, Dimitri Merci Nasrallah, pour ce bel entretien. Akash Berbotchi, vous réfléchissez beaucoup dans votre essai à la culture québécoise, comment elle se forge, et comment peut-être on manque parfois de repères ou on n'a pas beaucoup d'histoire, pas beaucoup de littérature. Vous osez critiquer beaucoup le système d'éducation québécoise qui infantilise un peu les élèves. Là. Vous dites que le primaire, ça ressemble à 6 années de maternelle de longue durée. Vous pensez qu'on pourrait mieux défendre notre culture québécoise dans l'éducation, que ça pourrait nous aider à peut-être forger une identité plus forte? Oui, je suis très critique du système d'éducation. Pas au complet. Je trouve que le cégep, je trouve qu'on nous prend les jeunes au sérieux. Il y a une transmission vraiment de connaissances et de littérature, de culture. Je trouve que les CPE, c'est très bien aussi. C'est entre les deux que ça craint. Mon problème, là, c'est la transmission. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que des enfants de différentes origines acquièrent une culture commune. Oui. Et des repères communs. Et des repères communs, parce que la loi 101, ça fait en sorte que, aujourd'hui, à peu près tous les enfants parlent français, qui ont grandi ici parlent français, mais il faut encore avoir des choses à se dire. Il faut avoir aussi une culture qu'on partage, et la seule façon de le faire, c'est à travers l'école. Et je pense que l'école devrait être plus exigeante, devrait transmettre plus. Moi, je l'ai en vu à l'école québécoise, parce que moi, à l'école secondaire, j'ai eu au tout, j'ai lu 3-4 livres. Oui, comme la plupart des gens qui sont allés au public. Mais c'est intéressant aussi, vous parlez de la représentation de l'étranger dans notre culture. Entre autres, M. Lazare, par exemple, qui représente l'immigrant parfait, poli, qui lit Hubert Aquin. Il y a quelque chose un peu pour vous de faux là-dedans, de pas vraiment représentatif ou qui nous instruit pas tant que ça sur la... D'un côté, je peux pas être contre le fait qu'une œuvre donne une image positive des immigrants, mais il faut pas non plus être angélique. C'est ça. Cette image de l'immigrant parfait, des Monsieur Lazare de ce monde-là, à la limite, moi, je veux pas qu'on dise qu'on en conclut que ça va bien au Québec en termes d'intégration, puis que tous les immigrants veulent apprendre le français, veulent découvrir la culture québécoise, veulent s'identifier à cette culture commune-là. Mais je ne veux pas non plus dire qu'en deçà de M. Lazare, toute personne, tout immigrant au Québec est un échec du système d'immigration. C'est ça que je voulais dire. Blaise Mdala, en tant qu'Africain qui a immigré au Canada, on peut dire que vous jouissez comme d'un double statut, d'un regard à la fois par rapport à l'Afrique de l'intérieur, vous l'avez connu, et comme observateur. Est-ce que comme écrivain, ça vous inspire cette position, ce double statut? Vous trouvez que c'est un statut privilégié de pouvoir connaître ces deux mondes? Privilégié, il l'est assurément. Et je pense que les deux romans que j'ai écrits jusqu'ici le démontrent, en particulier le deuxième. Parce qu'autant je porte en moi cette part de l'exil qui est un ferment dans l'écriture, comme tout le monde le sait, autant le fait de vivre ici me donne une certaine distance aussi par rapport aux réalités là-bas. C'est plus le pays forcément fantasmé, donc je peux me montrer rigoureux aussi, mais étant frotté au modèle canadien occidental par rapport à certains enjeux, les enfants soldats, la dictature, comme vous avez pu le voir.
Mais il y a aussi le fait que beaucoup de drames qui sont évoqués dans ce roman en particulier ont des ramifications dans l'actualité du pays où je vis aujourd'hui. La question des enfants soldats, c'est aussi les marchés des armes. Oui, Et Dieu sait que le Canada est un grand marchand d'armes sur la scène internationale. La question du rôle des entreprises minières étrangères en Afrique et leur lien avec les droits de la personne, c'est une question qui nous interroge comme Canadiens, parce que le Canada, en l'occurrence, est vu malheureusement pour beaucoup d'observateurs et de chercheurs comme étant un paradis fiscal, un paradis législatif pour ces entreprises-là. Ils bénéficient d'un statut qui les protège de beaucoup de choses. Et le fait pour moi, en tant que Canadien d'origine congolaise, d'origine africaine, d'être ici et d'être aux prises avec cette réalité, là où les choses se décident, et de voir en écho à ce qui se passe au Congo, la manière dont ces réalités-là sont traduites en drame sur terrain, m'impose quasiment une obligation de témoignage. J'aimerais parler peut-être juste de vos personnages extraordinaires, Fourmi Rouge, Petit Ché. Est-ce que c'est inspiré de vous? Est-ce que c'est des personnages complètement fictifs? Ils sont tellement attachants et vivants. Je vous dirai, je ne vous cacherai pas que c'est un peu de deux, notamment à travers Petit Ché, qui a un père enseignant, qui est féru de littérature. Il y a un peu de moi là-dedans, parce que mon père, qui est un peu celui qui m'a passé un peu le virus de l'écriture, de la lecture au départ, et ressemble un peu au père de Petit Ché. Et puis, il y a toutes ces rencontres que j'ai faites au Congo. À la fois, quand j'y retourne, j'y suis retourné dans le cadre de la rédaction de ce livre, mais quand j'y séjournais déjà, j'ai un parent qui a créé là-bas une ONG et qui s'occupe entre autres d'anciens enfants démobilisés et d'anciens enfants soldats. Et j'ai eu à échanger avec beaucoup de ces jeunes. Donc, c'est vrai que tout est fictif, ces personnages, je les ai inventés, mais ils portent aussi en eux de bouts de vie que j'ai recueillis de la part de ces jeunes qui souvent se sont confiés à moi et m'ont parlé de leur parcours, de leur expérience, une expérience très très triste et qui vous marque assurément. Et quand vous êtes écrivain, évidemment, c'est de la matière en quelque sorte lorsqu'arrive le moment pour vous de témoigner ou d'engager à tout le monde la discussion avec ceux qui s'intéressent ou ceux que vous voudriez voir s'intéresser à ces sujets. Merci beaucoup, Blaise Ndala, pour ce beau, bel entretien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.